Et en cette journée spéciale sur France Info consacrée à l'intelligence artificielle et son impact sur notre quotidien, deux invités qui sont des acteurs de cette révolution technologique. Bonjour Thomas Clausel. Bonjour. Cofondateur d'Okin, entreprise spécialisée dans l'IA appliquée au diagnostic et au traitement médical. Thierry Coulomb, bienvenue à vous. Bonjour. Président de l'Institut Polytechnique de Paris, 109 milliards. 109 milliards, c'est ce qu'a annoncé hier Emmanuel Macron en termes d'investissement dans les prochaines années dans l'IA. Un partenariat avec les Émirats Arabes Unis aussi pour la construction d'un data center géant. C'est un très bon signal envoyé là en ce début de sommet. Monsieur Coulomb. Probablement. En tout cas, en matière d'intelligence artificielle, il y a un effort continu de l'État depuis pas mal d'années. Et on a l'impression que ça commence à donner ses fruits. Par ailleurs, il y a les investissements financiers, mais il y a aussi le socle de données, le socle de talents. Oui. On va beaucoup de choses y revenir. Qui sont là. Thomas ? Ouais, je suis d'accord, vraiment avec Thierry, c'est important, c'est une grosse somme. Et en fait, il faut investir. Et ça nous situe comment d'ailleurs sur la carte du monde de l'intelligence artificielle, cette somme? Hier, Emmanuel Macron disait en gros, à l'échelle de la France, c'est l'équivalent des annonces de Donald Trump il y a quelques jours. Thierry Coulomb. Écoutez, on va voir à quelle vitesse ça se concrétise. La question, c'est pas seulement les montants, c'est la vitesse d'évolution. Bon, et puis, une fois de plus, c'est le socle dont on dispose déjà. Et je crois, une fois de plus, qu'on est dans la course du point de vue de l'intelligence. Alors, je précise ma question, en dehors même de cet investissement. Aujourd'hui, on en est où, nous, les Français, sur cette carte du monde de l'intelligence artificielle? Dans cette course, on se place où? On est bien placé, en fait. On est bien placé, Thomas Clausel. Je pense qu'en termes de, évidemment, en termes de financement et tout ça, on est un peu derrière. Mais en termes de, il y a des leaderships de boîtes qui sont assez clairs, comme Hugging Face dans les larges modèles, l'open source. Nous, j'espère, en santé, même Mistral prend une place assez prépondérante. Après, les acteurs américains. On est toujours derrière les États-Unis, mais en termes de visibilité européenne, et puis il y a une énergie quand même qui est libérée par Macron et son gouvernement qui est réelle. Je pense qu'ils aiment l'innovation. On sent qu'il y a un mouvement. C'est important de voir l'énergie. Et ça, il n'y a pas d'énergie comme ça dans d'autres pays en Europe. Et justement, un sommet comme celui-ci là, qui s'ouvre à Paris, un sommet international, c'est un bon moyen pour quoi pour vous? Pour rechercher des talents, des investisseurs? À quoi ça sert? Ça sert à résoudre un certain nombre de questions géopolitiques, ça sert à voir si l'Europe est capable de trouver le bon équilibre entre régulation et innovation. Et puis, il se trouve que nous, on a été en charge de faire l'Institut Polytechnique de Paris, de faire le prélude du sommet, c'est-à-dire 2 journées scientifiques. Et on n'a eu aucun mal à attirer toutes les grandes stars mondiales, et il y a eu 2 jours de débats extrêmement intéressants. C'est un point important, parce que l'IA, il se trouve que c'est des maths et des stats. Ok. Et bon, l'institut que je préside, qui comporte l'école polytechnique, 2 écoles de télécom, l'ENSA, etc. Eh bien, ce sont des écoles qui sont ancrées dans le XVIIIe siècle français au début, puis le XXe siècle pour une part. Et là, on essaye d'en faire un objet international au niveau du XXIe siècle. Comment est-ce qu'on a agi? On a monté un centre interdisciplinaire avec HEC qui s'appelle High Paris, et dans lequel les cadors de l'intelligence artificielle font de la recherche et innovent. Donc oui, on est dans le jeu, parce que, une fois de plus, le socle scientifique très profond qu'on enseigne depuis des années, il se trouve qu'il est extraordinairement pertinent pour l'économie et pour les transformations de la société. On va parler du besoin de formation, effectivement, pour avoir ces talents de l'IA. Mais Thomas Clausel, vous disiez il y a quelques instants, le plus important avec Thierry Coulomb, c'est pas forcément l'argent, parce qu'on a des entreprises qui sont en pointe. Vous avez une start-up, justement, Okin, qui travaille justement dans le médical, dans la médecine. Ouais. Un sommet c'est très important, hein. C'est quand même vraiment le truc en médecine en particulier, quand on voit par exemple Gustave Roussy, qui a un centre d'excellence mais européen, qui est en train de construire un nouveau centre pour le cancer, et des gens brillants qui comprennent bien l'IA, mais ils ont 135 milliards de budget, ou un truc comme ça, 135 millions de budget, quand MD Anderson qui a 6 milliards, c'était une comparaison de Fabrice Oarlesi. En fait, l'argent ça compte vraiment, et puis c'est bien d'en parler, quoi. Surtout en santé, parce qu'en fait en France la santé c'est un truc qui est un peu acquis, et donc on a du mal à relier l'argent et la santé. Mais vous dites que c'est bien d'en parler parce qu'on a des pudeurs par rapport à tout ça. On a des pudeurs par rapport à l'argent en France en général, c'est vrai, et puis voilà, on parle pas souvent d'argent. Mais je pose la question parce qu'on dit souvent l'épargne est mal orientée. Il y a beaucoup d'argent en France, il y a des dizaines de milliards épargnés, c'est pas bien utilisé. En santé en particulier, si je peux me permettre de faire un petit point là-dessus, c'est vraiment la santé, encore une fois, c'est gratuit en France. Moi j'étais médecin, et on parle même pas quand on sort de l'hôpital, on dit voilà, vous avez coûté 120 000 € à la société, on n'est même pas au courant de ce qu'on coûte. Et en fait, du coup, on voit bien qu'il n'y a pas beaucoup de philanthropie de la santé en France. Il y a la Fondation Bettencourt, mais les grands milliardaires, la santé, ça les préoccupe pas tant que ça, alors qu'en fait, c'est le seul bien commun, et je pense que le président a bien compris, et que ça fait une vraie énergie là-dessus, que ça synergise très bien avec l'IA. Alors, il faut expliquer, parce que l'intelligence artificielle, pour ceux qui nous écoutent et nous regardent, là, pour eux, pour certains d'entre eux, ça peut être hyper lointain. L'intelligence artificielle, elle s'installe progressivement dans notre quotidien, parfois de manière invisible.
La question qu'on a envie de vous poser, parce que vous êtes en plein dedans, c'est est-ce qu'il faut en avoir peur ou alors il faut s'en réjouir parce que ça va améliorer notre quotidien? Thierry Coulon. Bon, la peur exclut pas le danger. C'est une innovation, une disruption énorme. Elle a des avantages évidents. Elle aura des dangers, il faut faire attention. Bon, ça c'est clair, c'est une banalité. Donc il faudra réguler. Mais simplement, il faut d'abord expliquer... D'abord, je reviens sur la question précédente. Pour convaincre l'État et la société d'investir dans l'innovation, il faut faire des efforts, il faut expliquer. Il se trouve que l'écosystème de recherche et d'enseignement supérieur que je préside, il fournit à des boîtes comme Hawking et à beaucoup d'autres boîtes des talents extraordinaires. Thomas nous rappelait qu'il avait 5X parmi ses collaborateurs les plus proches. Des polytechniciens. Et on pourrait parler de Mistral et de beaucoup d'autres boîtes. Donc oui, il faut convaincre et ensuite, il faut expliquer concrètement ce qui va se passer. C'est-à-dire, l'intelligence artificielle, d'abord, ça va être un assistant pour beaucoup de tâches, des tâches de la vie quotidienne. Mais d'un autre côté, ça va vraisemblablement changer la pratique scientifique. Je n'écoute pas une présentation de biologie ou de chimie ou de physique sans entendre que on regarde les molécules évidemment beaucoup plus rapidement grâce à l'intelligence artificielle, etc., etc. Donc ça va avoir des effets profonds, des effets aussi sur la vie quotidienne. Maintenant que toutes ces questions, d'abord recèlent de l'incertitude, très certainement, comme toute grande transformation, qu'ensuite, vraisemblablement, on soit sur un chemin de crête, on ne sera pas dans l'apocalypse, espérons-le, et on n'est pas non plus dans un avenir radieux. Il faut simplement être concret, être innovant, être sur la vague et faire avancer les choses. Thomas Claudel. En fait, tout dans la vie est un bénéfice-risque. En fait, on est très bon pour parler des bénéfices ou des risques. On est en général assez mauvais pour parler du rapport entre les deux, quoi. Et en fait, je pense qu'en fait, en IA, on a quand même un peu des tabous en santé, notamment. L'IA va remplacer des gens. L'IA va probablement remplacer une partie des radiologues. Mais quand on dit ça en tant que médecin, en plus, les gens disent « Oh là, la vache, c'est impossible ». Enfin, en vrai, c'est qu'il va y avoir un remplacement. Et ça va commencer par copiloter, mais il y aura aussi un remplacement de certaines fonctions, évidemment, qui laissera de la place pour faire plus les radiologues, pour faire des trucs plus à haute valeur ajoutée, mais il y aura un remplacement de certaines fonctions quand même. Et je pense qu'il faut que le débat soit sain, en parlant de copilote, de remplacement, en parlant aussi de confidentialité. Je veux dire, en santé, par exemple, c'est un sujet hyper complexe. Oui, on n'a pas envie que nos données fuitent aux assurances qui les utilisent, mais on a aussi envie d'avoir assez de données pour que les gens partagent, pour découvrir des nouvelles choses. Donc en fait, la confidentialité, ça protège, mais ça tue aussi. Enfin, donc il paraît que là-dessus, on est assez bon, nous, en France, parce que précisément, on a des données qui sont centralisées du fait de notre système social. Ça, oui, mais personne ne sait qui ça appartient. C'est très compliqué en France. Il y a un espèce de flou juridique. C'est pas dans le droit de la propriété. Donc un scanner à la PHP à Paris, à qui ça appartient, c'est pas super clair. Donc on a quand même un problème. Il faut peut-être délégiférer ou légiférer plus. Enfin, c'est compliqué. La question, on entend tout le temps en ce moment. En Europe, on n'a pas assez innové. On a régulé avant d'innover. Ça, c'est votre sentiment ? Oui. Oui. Argumentez un peu là. On a vachement innové. En France, on innove énormément. On innove énormément, mais clairement, ce qu'on a trop régulé, oui, probablement quand même. Enfin, il y a une régulation qui est compliquée. Et ça vous a freiné, vous, très concrètement, pour votre boîte ? Non, ça n'a pas freiné, mais je pense que par exemple, ça n'a pas freiné, mais ça crée quand même une compétition qui est différente. Les États-Unis, qui va déréguler à tout va devenir super attractif forcément. Donc ça nous, Puis après, oui, non, c'est le débat sur la confidentialité des données, il est très compliqué. Ça protège, mais peut-être que encore une fois, ça tue aussi. Qu'en penses-tu Oui, non, mais il est clair qu'il faut trouver un équilibre. On est dans un système de valeurs où on pense qu'il faut protéger le citoyen, c'est vrai. Il faut innover. C'est vrai, on va trouver les moyens concrètement de le faire. Moi, je ne suis pas du tout pessimiste. Thomas est dans ses difficultés pour arriver à exploiter des données propres, etc. Nous, on a une technologie qui nous permet d'avoir accès aux données. On a été les premiers à développer cette technologie qui s'appelle le Federated Learning, qui fait qu'on a accès aux données sans les prendre. Donc il y a des solutions technologiques aussi qui répondent à ce besoin de confidentialité. Oui, mais du coup, il peut y avoir des craintes. Moi, si je suis patiente dans un hôpital et je peux me dire que mes données, elles peuvent être utilisées par n'importe qui, ou alors que tout le monde peut y avoir accès. Et ça, franchement, dans le domaine médical, c'est inquiétant. Vous devriez pouvoir opt-in, opt-out, choisir ce que vous voulez, dire je veux bien être dans ce programme de recherche-là, pas dans celui-ci, choisir en transparence. C'est hyper important, c'est vos données en effet. Je pense qu'encore une fois, il faut les deux. Il faut respecter la confidentialité, être très strict, mais aussi trouver une façon pour ceux qui veulent bien partager, pour avoir une masse suffisante. On est pas mal de ce point de vue-là. Au sein de l'Institut Polytechnique de Paris, il y a une école bien connue qui s'appelle l'ENSAE, Statistique, Administration économique. Et elle gère avec l'INSEE un centre d'accès sécurisé aux données. Les chercheurs ont accès à des données qui sont anonymisées.
économiser. Ouais. Bon, voilà, comme le disait Thomas, on peut trouver des solutions. Mais là, vous parlez des chercheurs, on va dire qu'ils ont envie d'améliorer le quotidien des Français. Mais je pense à des personnes malveillantes. Mais non, mais on peut protéger les données. Malveillantes. Non, mais bien sûr, mais je pense qu'en fait, on pense trop à ce truc-là, ce risque. Et quel est le risque réel? Combien de fois les assurances ont utilisé des données de patients pour changer le profil de risque? En vrai, c'est quand même un risque qui est assez virtuel. Mais qu'il faut prendre en compte, c'est super important, il faut protéger tout le monde. Mais je pense que si les gens veulent, voilà. On va continuer de parler dans un instant de l'impact sur notre santé, mais je voudrais qu'on revienne sur là où on en est aujourd'hui, parce que sans sombrer dans l'autoflagellation, on peut dire que l'Europe n'a pas pris la première vague de la révolution numérique. Quand on regarde le téléphone mobile, c'est Apple ou Samsung aujourd'hui, les moteurs de recherche Google, Microsoft, plein d'autres exemples comme ça, les réseaux sociaux Meta ou TikTok. Pas un Européen là-dedans, on a manqué des trains. Quelles leçons on peut tirer, Thierry Coulon, de ces erreurs du passé pour ne pas manquer ce train de l'intelligence artificielle aujourd'hui, pour les 30 prochaines années? Alors, il se trouve qu'on est dans le train. Il se trouve qu'on est à l'heure. Bon, et que la question, c'est de savoir comment on y reste. On a parlé d'un certain nombre de sujets. Avoir des données propres et utilisables, très important. Avoir de la puissance de calcul, extraordinairement important. Pour ça, il faut une énergie, si possible, pas trop chère et décarbonée. Il se trouve qu'on l'a. Avoir des talents, les former, rester sur le on-top sur la question de la recherche. Avoir un système d'enseignement supérieur et de recherche qui soit très proche du monde de l'économie, et nous on n'est pas trop mal placés là-dessus. Voilà et de la puissance financière, je reviens à ce que la puissance financière, c'est ce qu'il a dit. Et ça, c'est l'échelle européenne. Et les former et les garder, les talents. Ouais. Alors, les garder, on les faire revenir. On va en parler sûrement, parce que ça c'est très important de savoir comment on les garde. Juste d'un mot quand même, on entend partout l'IA, c'est l'enjeu du siècle, on n'a pas le droit de rater ça. Qu'est-ce qui se passe si en gros, dans 15 ans, il n'y a que la Chine et les États-Unis qui maîtrisent cette technologie? On voit bien qu'il y a toujours des biais. On voit bien qu'on a un pays qui est encore assez libre au niveau de la pensée. Je pense il faut avoir des acteurs qui soient majeurs. Mistral qui prend une position de numéro 3 ou 4, c'est super important pour la France et c'est vraiment c'est très important. C'est une question de souveraineté en fait. C'est une question de souveraineté, c'est une question de puissance. On a aussi en France, on est bon on a un esprit abstrait, on est bon en mathématiques, on arrive à découvrir des choses que d'autres n'ont pas découvert et je pense qu'on va aller très loin. Thomas Clausel, cofondateur de Hawkin, Thierry Coulon, président de l'Institut Polytechnique de Paris. C'est passionnant, on a encore plein de questions à vous poser. On laisse passer le fil info, il est 8h45, Maureen Sugnard. Les élèves seront accueillis dans les prochaines minutes. Au moins 1 heure d'échange au collège André Mauroy d'Épinay-sur-Orge en Essonne après le meurtre de Louise, 11 ans. Son corps a été retrouvé ce week-end. Elle a reçu des coups de couteau. La ville de Longjumeau dit mettre en place ce matin un dispositif de sécurité sur les trajets des collèges de la ville et aussi depuis Épinay-sur-Orge. L'entreprise française Mistral IA va construire son premier centre de données en France. Cela représente un investissement de plusieurs milliards d'euros. L'intelligence artificielle au cœur de l'actualité du jour avec ce sommet international qui s'ouvre ce matin et se tient au Grand Palais à Paris en présence de dirigeants politiques du monde entier et des patrons de la tech. Il était entré dans la basilique de Nice avec un couteau de cuisine avant de tuer 3 personnes. C'était en 2020. Le procès du Tunisien Brahim Awissaoui démarre ce matin devant la cour spéciale d'assises spéciale de Paris. Il comparaît pour assassinat en lien avec une entreprise terroriste mais dit ne se souvenir de rien. Donald Trump est déterminé à mettre en œuvre son plan pour Gaza, c'est ce qu'affirme le Premier ministre israélien. Le président américain veut déplacer 2 millions d'habitants de l'enclave pour en prendre le contrôle. Un plan révolutionnaire, se félicite Benyamin Netanyahou. France Info. Le 8-30 France Info. Jérôme Chapuis, Salia Braclia. Et en cette journée spéciale, à l'occasion de ce sommet sur l'intelligence artificielle, Thierry Coulon, président de l'Institut Polytechnique de Paris, Thomas Clausel, cofondateur de Hawkin, une start-up en fait maintenant une licorne, on peut le dire, plus d'1 milliard de capitalisation maintenant, voilà, c'est ça, dans le domaine médical. Voilà. On n'a pas levé d'argent depuis 2 ans et demi parce que évidemment ça reste des chiffres papier. Alors au-delà des chiffres, il faut bien nous expliquer ce que vous faites. Vous dites qu'avec l'intelligence artificielle aujourd'hui, la médecine a des super pouvoirs. C'est quoi ? En fait, c'est assez simple. En fait, vous voyez, on le voit tous dans notre quotidien. Aujourd'hui, la médecine est à peu près nulle part. Quand on a un rhume, on n'a pas de traitement. Beaucoup de cancers, moi j'ai un rhume depuis 1 mois, j'ai toujours pas de traitement qui le soigne. Beaucoup de cancers qui sont peu compris. On voit des cancers chez des patients de 40 ans.
Des cancers du pancréas, chez les personnes de 40 ans, ça n'existait pas il y a 10 ans. Il y a même des nouvelles tumeurs qui existent, des tumeurs des voies biliaires. Donc c'est un peu inquiétant quand même. Les virus, on en connaît peut-être, je sais pas, 5-6%, je crois. On est vraiment pas loin parce que pourquoi ? Parce que la biologie, c'est un peu la science qui sous-tend la médecine. On n'y comprend rien. Et c'est trop compliqué pour l'être humain. En fait, aujourd'hui, les gens, ils essaient de comprendre la biologie avec des flèches, des gènes, alors qu'en fait, c'est des milliards de cellules, des milliards de paramètres. Et donc, en fait, il faut un autre type d'intelligence. C'est hors de portée de notre esprit. On va pas y arriver. Et en fait, on voit bien qu'on n'y arrive pas. Qui penserait qu'en 2025, on y serait là au niveau cancérologie ? Pas très loin, en fait. Il y a eu des progrès quand même. Mais il y a eu des progrès, mais il y a beaucoup de Mais alors, du coup, l'IA peut faire quoi concrètement ? L'Alzheimer, on n'y comprend vraiment rien. C'est quoi ? C'est détecter un cancer bien avant le médecin humain, quoi. Comprendre déjà pourquoi les gens ont des cancers, pourquoi les gens rechutent, pourquoi les gens ont des maladies d'Alzheimer. Enfin, tout comprendre. Et ensuite, c'est ce qu'on essaie de faire avec ce qu'on appelle un peu une biologie super intelligence. On est vraiment les premiers dans le monde à essayer d'aller là-dedans. Et en fait, essayer d'utiliser ça ensuite pour avoir des applications industrielles, par exemple, trouver des nouveaux traitements, des nouveaux contre des maladies qui nous n'en ont pas, comme les tumeurs cérébrales, les tumeurs du cerveau, c'est pareil, mais les tumeurs du muscle, ou même contre le rhume, pourquoi pas. Et ensuite, l'utiliser aussi pour diagnostiquer des choses plus tôt, trouver des cancers dès qu'ils arrivent, et éventuellement prédire à l'avance si les gens vont rechuter ou pas. C'est ce qu'on fait, par exemple, chez Okin. Donc en fait, super intelligence, et ensuite application industrielle pour changer la vie des gens, avoir plus de traitements, plus d'options, mais aussi avoir un diagnostic plus personnalisé et plus précoce. Alors, il faut expliquer, votre boîte, elle est américaine, vous êtes français. Est-ce que vous travaillez avec les hôpitaux français ? On travaille avec tous les hôpitaux français. Et franchement, il y a des médecins géniaux. Moi, j'étais avec Fabrice André, Jean-Yves Blais, qui sont des cancérologues en France, et qui sont brillants et qui sont AI ready. Pardon pour l'anglicisme. C'est-à-dire qu'ils comprennent l'IA, ils comprennent le Ils ont une appétence pour l'IA. Mais comme le président, d'ailleurs, franchement, on l'a bien vu hier soir, il comprenait bien le truc. Vous avez bien compris d'ailleurs ce qu'il vous a dit, le président, hier. Oui, j'ai bien compris. Non, alors attention, on va raconter quand même. On va le dire à nos auditeurs. Il a parlé de votre entreprise. Il a dit une entreprise formidable. J'étais à Gustave Roussy, l'Institut contre le cancer. J'ai vu les gens de Okin. Ils sont aux États-Unis. J'aimerais bien qu'ils rentrent en France. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là ? Parce qu'en fait, il s'intéresse à la médecine, à l'IA. C'est un président qui aime l'innovation, mais profondément. Ça, c'est important. Bon, ensuite, une fois qu'on a dit ça, vous rentrez en France ? Non. On est en train d'essayer. En fait, on est en train d'explorer. On a 80% de nos employés qui sont en France. On travaille avec tous les hôpitaux français. C'est là qu'on crée de la valeur. Je pense que c'est le plus important. C'est où est-ce qu'on crée de la valeur. Après, oui, clairement, on est incorporé aux États-Unis. C'était pré-ère Macron. Franchement, on l'a créé juste avant, et aujourd'hui, je suis pas sûr qu'on l'aurait créé là-bas. Non, vraiment, ça a changé, le monde a changé. Donc, et qu'est-ce qui vous freine pour le retour ? Pour le retour, on est en train d'explorer toutes les pistes. C'est quand vous avez beaucoup de fonds américains, en fait, il y a une taxe très forte quand il y a un changement de fiscalisé. Donc on explore, on a beaucoup d'avocats. Donc c'est un sujet qui nous motive quand même, vraiment beaucoup. Thierry Coulon, quand vous voyez, on va dire, le succès d'Okin, vous dites, de toute manière, on a joué notre rôle parce que des gens qu'on a formés, en fait, se retrouvent chez lui. Oui, on a joué notre rôle, mais c'est pas fini. Ça fait un moment que je connais Okin, parce que j'étais conseiller du président quand il a visité Okin pour la première fois. Et entre le moment où on lance le plan IA en 2018 et maintenant, le monde a changé, la position de la France a changé. Donc oui, les choses, on va continuer à agir, c'est clair. Ce que disait Thomas tout à l'heure, c'est que le monde est encore plus compliqué qu'on le pensait. Le monde biologique est extraordinairement compliqué. Le monde du social est extraordinairement compliqué. Et il se trouve que nous, on est très intelligents, mais on a besoin d'accessoires. Vous vous souvenez, c'était Steve Jobs qui disait l'ordinateur, c'est l'homme est très lent pour marcher. Il y a des animaux qui sont beaucoup plus rapides, mais l'ordinateur, c'est bicycle for the mind, une bicyclette pour l'esprit. Bon, de la même manière, avec l'IA, il faut évidemment l'inventer, cette IA. C'est nous qui l'avons inventée, mais pour tout ce qui est des tâches qui réclament énormément de données, la revue d'énormément de molécules, etc., l'IA va aider incroyablement. Et donc, on est dans un moment extraordinairement excitant, mais qui est un moment où la recherche et la formation ont une importance cruciale. Oui, un moment excitant, mais juste sur le domaine médical, vous avez parlé des radiologues qui vont disparaître. Non, j'ai jamais dit ça. Au profit de la j'ai dit, il y a des tâches de la radiologie qui vont disparaître. Voilà, c'est ça. Non, mais juste rassurer les gens qui nous écoutent là, ils vont pas se dire que... Vous préférez avoir un diagnostic fait par un robot qui fait 20% d'erreurs en moins un lundi matin, ou par un radiologue qui éventuellement n'a pas bien dormi, je sais pas quoi, et jet lag, whatever. En fait, voilà. Après, pour des tâches très très spécialisées, on a quand même besoin évidemment des médecins. En fait, il y a un paradoxe dans la médecine. On a à la fois besoin aux gens à réapprendre à examiner des patients, parce que les gens ne savent plus faire. Vous arrivez aux urgences, vous avez un scanner, vous avez un machin, et à la fois, il faut apprendre aux gens à utiliser l'intelligence artificielle. Ça passera par des formations transverses que notamment Thierry est en train de mettre en place. Il faut que la France mette dans l'éducation mixte avec l'IA. Les médecins doivent apprendre des maths, les médecins doivent apprendre à coder ou pas coder parce que ça sert plus à rien, j'en sais rien, mais il faut vraiment redonner la machine qui code. Ouais, c'est la machine qui code. Exactement. Et je pense qu'il y a vraiment besoin mais il y a de la formation, on est bien d'accord, mais il y a aussi besoin, ces talents, de les maintenir en France. Thierry Coulon, ça vous fait pas mal au cœur quand même de temps en temps de former des ingénieurs très brillants, des mathématiciens très brillants et de voir qu'ils s'en vont
Alors, qu'il s'en aille, c'est très bien. Moi, je suis parti 2 ans et demi en Australie. J'ai adoré. Simplement, je suis revenu. À condition de revenir. Bon, mais il y en a beaucoup qui reviennent. Est-ce qu'ils reviennent vraiment ? Oui, bien sûr, bien sûr. Enfin, le premier exposé des 2 journées scientifiques qu'on a faites, jeudi, vendredi, c'était Michael Jordan. Alors, ça n'est pas le basketteur. Michael Jordan, c'est un prof à Berkeley. Il se trouve que, bon, d'abord, il est brillantissime et il a exposé une vision extrêmement concrète de l'intelligence artificielle, ni l'apocalypse, ni l'avenir radieux, mais ce qui va se passer. Il a une chaire à l'INRIA. Voilà. Donc, les profs à Berkeley a une chaire à l'INRIA. Oui, mais on peut attirer des... Ça n'est pas la majorité de l'espèce. Non. Mais franchement, travailler au CNRS et à l'INSERM aujourd'hui, c'est quand même difficile. C'est très difficile. Il y a un petit problème de rému. Mais d'abord, ça s'arrange. Les rémunérations. Mais il y a un problème de rémunération énorme. Un problème d'incentive financière. Pour moi, les médecins, les patrons de Gustave Roussy, les patrons des hôpitaux, ça devrait être les personnes les mieux payées en France. Franchement, j'aimerais beaucoup qu'on ait exactement le même symposium sur la santé et sur la médecine. C'est vrai quand même que c'est difficile de rester en France aujourd'hui parce qu'on n'a pas de moyens financiers. Mais juste pour savoir d'ailleurs, c'est quoi la différence de salaire entre quelqu'un qui travaille à Gustave Roussy dans le domaine de l'intelligence artificielle et le même aux États-Unis? Vous avez un peu des échelles à nous donner? Je pense que, je sais pas, quelqu'un qui rentre chez OpenAI en niveau 1, je sais pas, pardon, niveau, pas niveau 1, mais niveau 5-6, ça doit probablement il gagne entre 300 et 400 000 euros. Par rapport à aujourd'hui, il y a des gens en France, il y a des gens qui sont directeurs à level, qui viennent de DeepMind par exemple, qui gagnent probablement près d'1 million d'euros en package total. À Paris, combien vous connaissez de médecins, je vous parle pas de chirurgiens qui sont des chirurgiens exceptionnels, qui gagneraient 1 million d'euros par mois. Enfin, c'est évidemment la valeur qu'ils créent est énorme. Ouais, le nombre de GPU, d'ailleurs, calculer le nombre de GPU utilisés, salaire, mais c'est évidemment une valeur énorme, donc c'est mérité. Mais c'est mérité de tous les côtés. Il faut trouver une façon, en tout cas, de garder ces gens incroyables qui se donnent pour la France. Alors juste, Thierry Coulon, vous dirigez donc l'Institut Polytechnique de Paris, qui regroupe, donc on a dit 6 des écoles d'ingénieurs les plus prestigieuses d'Europe. Qui sont vos étudiants? Parce que parmi ceux qui nous écoutent, il y en a plein qui doivent se dire, mais moi j'ai envie d'apprendre, parce que je vois que c'est un secteur d'avenir, l'IA. Qui sont ceux qui viennent chez vous? Est-ce que justement, il y a une diversité sociale, géographique? Est-ce que vous pouvez prendre tous ces étudiants-là? On y travaille. Parce que c'est compliqué. C'est un problème. Alors, on est la tête d'épingle. Derrière, il y a un écosystème, il y a d'autres universités, il y a d'autres écoles. Il ne faut pas simplement penser à l'école polytechnique ou à Télécom Paris ou à l'ENSAE ou à l'ENSTA, etc. Il faut considérer le système dans son ensemble et avoir envie, d'où qu'on vienne. D'abord, filles ou garçons. Ça serait quand même dommage de perdre la moitié de l'humanité. Il faut beaucoup de femmes, là, il y en manque. Donc, il faut y aller. Il y a besoin d'ingénieurs. Il y a besoin, en particulier en intelligence artificielle, mais pas seulement, parce que je vous rappelle que l'IA, c'est une verticale, mais à côté, il y a des questions de climat, des questions de santé, Thomas en a parlé, il y a des questions de défense et de sécurité. Nous, il se trouve qu'à travers nos centres interdisciplinaires, on traite toutes ces questions et qu'on est ravis d'avoir des talents qui viennent de France, mais qui viennent aussi de l'étranger. On a 41% d'étudiants internationaux. Bon, c'est quand même pas mal. Alors, pour le reste, oui, il va falloir ouvrir et on y travaille. Il y a un sujet qu'on a effleuré tout à l'heure, c'est la question, vous parliez du climat. Je demandais tout à l'heure à l'intelligence artificielle de Mistral AI, le chat, combien il fallait d'eau pour produire 400 mots, il faut un verre d'eau. Donc à l'échelle aujourd'hui du monde, ça consomme énormément d'eau, ça consomme énormément d'énergie. Comment est-ce qu'on va faire? Est-ce que c'est supportable pour la planète, cette révolution qui est en cours? Alors c'est une question immense. Il se trouve que, j'ai parlé du centre interdisciplinaire iParis qui s'occupe d'intelligence artificielle, on en a un autre qui s'appelle Energy for Climate. J'aime autant vous dire que les deux vont travailler ensemble et qu'on va essayer de trouver D'abord, si on réfléchit un peu, si on est malin, c'est ce que les Chinois nous ont montré avec DeepSeek, on peut avoir des IA plus frugales. Mais c'est une bonne question et moi la réponse, je ne sais pas. Ah, vous ne savez pas? Non, je ne sais pas si c'est sustainable à la fin, long terme. Si on peut... En effet, un problème d'énergie qui est terrible, mais je pense que les gens l'ont en conscience. On l'a vu avec le président qui en a parlé hier. Mais il faut des data centers. D'ailleurs, ces data centers en France, ça va être un vrai pouvoir pour la France. C'est vraiment important. On exporte de l'électricité en France, donc c'est vraiment génial de pouvoir utiliser ça pour encore prendre un leadership. Mais au niveau environnement, sincèrement, moi, je ne sais pas. On rappelle qu'aux États-Unis, Microsoft, par exemple, a annoncé son intention de racheter des réacteurs nucléaires pour faire tourner ses propres data centers. Donc il y a un défi, climatique et puis il y a aussi qu'on en a. Et une transition d'énergie de la crypto vers l'IA aussi qui est intéressante. C'est intéressant quand deux mondes se rencontrent comme ça. Le monde de la crypto-monnaie. Qui se rencontre avec l'IA parce qu'on peut utiliser les fermes pour utiliser l'énergie et c'est des boîtes qui font ça maintenant. Comme les jeux vidéo ont rencontré l'IA il y a longtemps. L'IA se rencontre avec la crypto sur des problèmes d'énergie. Un défi climatique, un défi moral aussi. On peut se poser la question de est-ce qu'il y a un moment on peut être dépassé par la machine? Est-ce que je pense à vous, Thomas Peuzzel. Thomas Moreau, ChatGPT.
on aura probablement des dans les films, de jusqu'à chat présent, et des personnes physiques. J'en sais rien. Ouais, non, mais c'est sûr. Mais ça, du coup, fait c'est peur. flippant. Ah, mais tout fait flipper. En fait, le problème, c'est le niveau d'explainabilité de l'IA. À quel point on a envie de comprendre. Quand vous allez dans un restaurant et qu'on vous recommande d'aller dans un autre restaurant, vous avez hyper envie de comprendre. Vous vous dites pourquoi je vais dans ce restaurant, pourquoi tu me recommandes ça, quoi. Par contre, quand l'IA en médecine, on dit mais il y a un risque de rechute de cancer du sein qui est 25 fois supérieur, c'est pas toujours facile de comprendre. Et à quel point on doit aller loin dans l'explainabilité. Si ça marche très bien et que j'arrive à avoir une certitude absolue d'une rechute, mais que j'arrive pas à expliquer le modèle, est-ce qu'on le prend quand même ou pas? Moi, je pense qu'on n'a pas très envie, on a envie de comprendre des choses. C'est un peu le. Ça vous arrive d'avoir le vertige, Thierry Coulon, face à cette invention? Moi, j'aime bien avoir le vertige, du moins être dans un moment à la fois d'optimisme et d'innovation, et puis un moment où évidemment l'humanité s'interroge sur elle-même. Bon, c'est pour ça qu'une solution, c'est de réfléchir à l'IA de confiance, à l'IA explicable, et il faut des sciences sociales dans cette. La continuité entre les sciences sociales et les sciences dures, elle n'a jamais été aussi forte, et donc. Là où ça donne le vertige quand même, c'est pour vous, quoi, journalistes. On a une super expert en ce moment sur France Culture. Mais littéralement. C'est sa femme. Je traduis. Petite pub pour ma femme, qui est super brillante, travaille pour une compagnie vraiment incroyable. Non, mais dans le journalisme, les fake news, les deepfakes, ça va être vraiment un monde. C'est un défi pour nous aussi, en effet. Voilà, Ouais. c'était passionnant. On aurait pu en parler toute la journée. Ça tombe bien parce qu'on va en parler aujourd'hui et demain sur France Info, à l'occasion de ce sommet de l'IA que vous allez sûrement rejoindre dans quelques instants au Grand Palais. Nous y serons d'ailleurs, nous aussi, bien évidemment, toute la journée sur France